Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'affaire mystérieuse du col Dyatlov. Nous allons explorer les circonstances énigmatiques entourant la tragédie qui a frappé un groupe d'alpinistes en 1959, laissant derrière elle un mystère non résolu qui fascine toujours les chercheurs aujourd'hui. C'est parti! L'affaire du col Dyatlov est un tragique incident survenu dans le nord de l'Oural, anciennement en URSS et aujourd'hui en Russie, durant la nuit du 1er au 2 février 1959, au cours duquel 9 skieurs ont perdu la vie. Cet événement s'est déroulé sur le versant et du mont Kolatsiakl, également connu sous le nom de « montagne morte ». Suite à cette tragédie, le col de montagne où elle s'est produite a été rebaptisé col Dyatlov, en hommage à Igor Dyatlov, le chef du groupe. Le groupe dirigé par Igor Dyatlov était composé de 8 hommes et 2 femmes, principalement des étudiants ou des diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Voici la liste des membres du groupe. Igor Alexeïevitch Dyatlov, Zinaïda Alexeyevna Kolmogorova, Lyudmila Alexandrovna Dubinina, Alexandar Sergeyevitch Kolvatov, Rustem Vladimirovitch Slobodin, Gorgi Alexeïevitch Krivonichtchenko, Yuri Nikolaïevitch Doroshenko, Nikolai Vladimirovitch Thibault-Brignol, Semen Alexeïevitch Zolotaryov, Yuri Efimovitch Yudin. Un groupe de randonneurs expérimentés s'est formé pour entreprendre un voyage à travers le nord de l'Oural, dans l'oblast de Sverdlovsk. L'objectif de cette expédition était de parvenir jusqu'à Otortan, une montagne située à 10 km au nord du lieu de l'incident. À cette période de l'année, le trajet était considéré comme étant de catégorie 3, ce qui signifie qu'il était particulièrement difficile. Tous les membres du groupe possédaient une expérience solide en matière d'expédition de ski de fond et de ski alpin sur de longues distances. Le 25 janvier, ils débarquent en train à Ivdel, une ville au cœur de l'oblast de Sverdlovsk. De là, ils prennent un camion qui les conduit jusqu'à Vijaï, le dernier village au nord de l'oblast. Le 27 janvier, ils entament leur marche en direction d'Otortan. Cependant, le jour suivant, l'un des membres du groupe, Yuri Yudin, doit abandonner l'expédition en raison de problèmes de santé. Cela réduit le groupe à 9 personnes. Les journaux et les appareils photo découverts sur leur dernier camp permettent de retracer leur itinéraire dans les jours précédant le drame. Le 31 janvier, le groupe atteint une région de haute terre et commence à se préparer pour l'ascension. Ils déposent en réserve des vivres supplémentaires et de l'équipement dans une vallée boisée pour leur retour prévu. Le lendemain, le 1er février, les randonneurs commencent à traverser le col. Leur intention initiale est probablement de camper de l'autre côté le soir suivant. Cependant, en raison de conditions météorologiques dégradantes, notamment un blizzard et une visibilité réduite, ils se désorientent et s'éloignent vers l'ouest, en direction du Kolatsiakl. Constatant leur erreur, ils décident de faire halte et de monter leur camp sur le flanc de la montagne. Le soir du 2 février, le groupe se trouve à une distance d'environ 10 km d'Otortan et choisit d'y établir son campement pour une dernière nuit en avance. Cette décision peut sembler étrange, car il se trouve à seulement 1 km d'une forêt qui aurait offert un meilleur abri. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse ultérieurement que Dyatlov ne voulait pas renoncer à cette courte distance supplémentaire, ou peut-être qu'il souhaitait que le groupe s'exerce à camper en terrain incliné pour des raisons d'entraînement. Le groupe avait convenu que Dyatlov enverrait un télégramme à leur club sportif dès leur retour à Vijaï, au plus tard le 12 février. Cependant, lorsque la date limite est passée sans aucun message, cela n'a suscité aucune réaction, car un retard de quelques jours était habituel pour ce type d'expédition. Ce n'est que lorsque les familles des randonneurs ont commencé à s'inquiéter que le président de l'Institut Polytechnique a organisé une équipe de secours composée d'étudiants et de professeurs le 20 février. Par la suite, l'armée et la police ont rejoint les opérations, et des avions et des hélicoptères ont été déployés pour les recherches. Le 26 février, l'équipe de secours découvre le camp abandonné sur le mont Kolatsiakl. La tente est gravement endommagée, ayant été découpée de l'intérieur. Les chaussures et le matériel des aventuriers sont toujours présents au camp, suggérant qu'ils ont quitté précipitamment le camp pieds nus ou en chaussettes. L'équipe de secours suit des empreintes de pas qui les conduisent à une forêt de l'autre côté du col, à environ 1,5 km au nord-est du camp. Cependant, après 500 mètres, les traces sont recouvertes par la neige. À la lisière de la forêt, sous un grand pin,
Les secouristes découvrent les deux premiers corps, ceux de Krivonichtchenko et Doroshenko, qui sont déchaussés et portent uniquement leurs sous-vêtements. Il semble qu'ils aient essayé de grimper dans l'arbre. Entre l'arbre et le camp abandonné, deux autres corps sont trouvés, ceux de Dyatlov et Kolmogorova. La position de leur corps suggère qu'ils tentaient de retourner au camp au moment de leur décès. Ils sont retrouvés à des distances de 300 mètres et 630 mètres du Pin, respectivement. Le 5 mars, le corps de Slobodin est découvert à l'endroit où se trouvaient initialement Dyatlov et Kolmogorova, c'est-à-dire entre le camp abandonné et une distance de 480 mètres au-dessus du Pin. Il semble qu'il ait, comme eux, essayé de revenir vers le camp avant sa disparition. Les recherches visant à retrouver les 4 corps restants, à savoir Doubinina, Kolvatov, Thibaut Brignol et Zolotaryov, ont pris plus de 2 mois supplémentaires. Finalement, le 4 mai, ces corps ont été découverts sous une épaisse couche de neige, dans un ravin de la vallée d'un ruisseau, plus en profondeur à l'intérieur de la forêt. À la différence des précédents, ces corps étaient mieux habillés et portaient des vêtements provenant des autres membres du groupe dont les corps avaient été retrouvés en premier. Par exemple, un morceau de laine provenant du pantalon de Krivonichtchenko, retrouvé près du Pin, enveloppait le pied de Doubinina, tandis que Zolotaryov portait le manteau en fausse fourrure et le chapeau de Doubinina. Les 4 victimes sont mortes de façon très violente et les corps sont en mauvais état. Doubinina a 10 côtes brisées, sa langue et ses yeux ont disparu. Semyon Zolotaryov a 5 côtes cassées et ses yeux sont absents de leurs orbites. Nikolai Thibaut Brignol a le crâne fracturé. L'absence de témoins oculaires a engendré de nombreuses théories sur les circonstances de cette tragédie. Les autorités soviétiques, après enquête, ont conclu que la mort des randonneurs était due à une force irrésistible inconnue. En conséquence, la région a été interdite d'accès aux skieurs et aux aventuriers pendant 3 ans après l'incident. Malheureusement, en l'absence de survivants, la séquence exacte des événements durant la nuit du 1er au 2 février demeure incertaine. Les enquêteurs ont conclu que les randonneurs avaient délibérément déchiré leur tente de l'intérieur et étaient sortis pieds nus ou en chaussettes dans la neige. Leurs corps ont été découverts dans un périmètre de 1,5 km autour de l'emplacement de la tente. Bien que les corps n'aient pas montré de traces de lutte, 2 victimes avaient des fractures au crâne, 2 avaient des côtes cassées, et l'une d'entre elles avait les yeux et la langue manquants. Plus tard, 4 autres victimes ont été retrouvées et soumises à une expertise physico-technique. Cette analyse a révélé que les vêtements de 2 d'entre elles présentaient des niveaux élevés de radiation. Selon l'expert de l'époque, cette radiation pouvait être due à de la poussière radioactive tombée de l'atmosphère ou à une manipulation de substances radioactives sur leur lieu de travail. Il existe plusieurs théories pour expliquer les événements tragiques de l'expédition Dyatlov Pass. Attaque de Mansi, certains ont envisagé que les autochtones Mansi aient pu attaquer les membres du groupe en raison de leur intrusion sur leur territoire. Cependant, cette hypothèse a été écartée car les preuves ne soutiennent pas cette idée, notamment l'absence de signes de lutte et le fait que les Mansi sont généralement pacifiques. Conditions climatiques, une explication moins mystérieuse suggère qu'une avalanche aurait surpris le groupe pendant la nuit. Pris de panique, ils auraient fui en désordre, expliquant ainsi la déchirure de la tente de l'intérieur. Certains auraient tenté de survivre en allumant un feu, tandis que d'autres auraient succombé au froid en essayant de retourner au camp. Cependant, cette théorie est controversée car les piquets de la tente n'ont pas été renversés ni déplacés. Responsabilité de Semyon Zolotaryov, certains ont spéculé que Zolotaryov aurait pu être responsable des décès, aurait simulé sa propre mort, et aurait fui avec une nouvelle identité. Cette hypothèse repose sur ces déclarations énigmatiques avant le départ de l'expédition. Expérience militaire, une théorie évoque que le groupe aurait involontairement pénétré une zone de test militaire, expliquant les sphères oranges dans le ciel, la radioactivité et le refus des autorités de divulguer des informations. Cependant, cette théorie ne rend pas compte de la nature des blessures des étudiants et il n'y a aucune preuve d'une explosion dans la zone. L'énigme de l'expédition Dyatlov Pass reste non résolue, et ces théories ont été discutées, mais aucune n'a fourni une explication définitive aux événements tragiques survenus en 1959. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux mystères.